Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info week-end. Retour à présent sur la situation au Proche-Orient. Crainte plus que jamais d'une escalade d'ampleur après ce raid israélien aujourd'hui sur la banlieue sud de Beyrouth. Au moins 12 morts, parmi lesquels le chef de la force Al-Radwan, unité d'élite du Hezbollah. Raid qui intervient après les explosions mardi et mercredi de beepers, puis de talkie-walkie appartenant à des militants du mouvement. Des opérations qui ont fait au moins 37 morts et plus de 3000 blessés. Opération imputée au service de renseignement israélien. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé hier. Il affirme qu'Israël a franchi toutes les lignes rouges et que l'heure du châtiment viendra. Israël, de son côté, annonce un déplacement du centre de gravité de la guerre vers le nord. On en parle avec notre invité ce soir, David Rigoulet-Rose. Bonsoir, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, dont on voit ici à l'antenne le dernier numéro qui était justement consacré au Liban. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Tout d'abord une première réaction sur ce raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, donc fief du Hezbollah. Au moins 12 morts, plus de 66 blessés selon un dernier bilan. Et parmi les morts, donc le chef de l'unité d'élite du Hezbollah, Al-Radwan. Qui était-il exactement? Oui, c'était le bras droit de Fouad Chouker, en fait, qui a été éliminé fin juillet. Donc c'est après le chef militaire du Hezbollah, c'était probablement un des personnages les plus importants. Donc numéro 3. Oui, en tout cas en termes opérationnels, c'est lui qui effectivement dirigeait la force Radwan, celle-là même qui fait l'objet de frappes régulières à proximité de la frontière, justement, parce qu'elle est mobilisée dans la confrontation. Qui mène les frappes, sur le nord d'Israël. Oui, au nord d'Israël. Et d'ailleurs, on peut rappeler qu'un de ses commandants avait été éliminé en janvier dernier déjà, à Beyrouth également. Là, manifestement, c'est sur la base de renseignements, d'après ce que laisse entendre le porte-parole de l'armée israélienne. Donc là, pour le coup, c'est une élimination ciblée, même si, apparemment, il avait été blessé, d'ailleurs, semble-t-il. Il sortait de l'hôpital, il avait été blessé, justement, par un beeper. Et il y avait dans l'une des attaques de mardi. Dans la première vague, effectivement, d'attaques. Et il y avait manifestement une réunion avec d'autres responsables. On ne sait pas qui était présent, mais donc c'est une frappe qui fait mal, effectivement, au Hezbollah. Et Israël dit qu'effectivement 10 autres personnes de son entourage, enfin des hauts cadres du Hezbollah, ont également été tués. Bon, ce qui ne nous a pas été confirmé par ailleurs, c'est ce que Israël affirme. En tout cas, le message à travers ce raid du jour, mais aussi à travers les opérations imputées à Israël, donc de mardi et mercredi, qui ne sont pas revendiquées par Israël, il faut quand même le rappeler. C'est quoi le message? C'est voilà, quand on veut frapper et éliminer, on le fait tout de suite. Et c'est le message envoyé par Israël. De toute façon, qu'il y a une pression maximale qui est faite. On a le sentiment que Tsahal veut pousser le Hezbollah dans les cordes, entre guillemets. Parce qu'il y a eu effectivement cette opération en 2 temps. Qui était très spectaculaire, à très grande échelle. Là, pour le coup, avec beaucoup de victimes collatérales. Oui, alors en plus avec effectivement des victimes collatérales, parce que c'est le principe, la différence avec des éliminations ciblées. Même si là, semble-t-il, il y aurait eu éventuellement aussi des victimes collatérales dans la frappe à Daïe. 66 blessés quand même. Voilà, mais effectivement, l'opération en début de semaine, elle est sans précédent, puisque elle est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est une entreprise de déstabilisation de toute l'organisation en termes de structure de communication et de commandement, puisque ça a visé, il y aurait plusieurs centaines de blessés graves, notamment aux yeux et aux mains, de cadres intermédiaires du mouvement. Donc ça veut dire que ça obère évidemment en termes capacitaires, on va dire le caractère opérationnel dans le cas d'un engagement justement ouvert, qui pour l'instant n'est pas encore d'actualité, mais on voit bien que les choses évoluent très rapidement, puisque les frappes israéliennes se sont multipliées hier. Et aujourd'hui, donc, il y a une accélération du tempo qui est très nette. C'est une faille de sécurité monumentale pour le Hezbollah, qui l'admet lui-même. Des purges sont à attendre au sein du mouvement? Oui, c'est vraisemblable. Il y a effectivement c'est toute chose égale par ailleurs. On avait évoqué évidemment la faillite stratégique du 7 octobre, mais pour le Hezbollah, c'est aussi une faillite stratégique, parce que
on comprend mal comment l'opération a pu prendre cette ampleur, justement. Alors, il y avait déjà eu, donc il va y avoir un serrage de boulon, incontestablement. C'est l'unité 900, en fait, qui gère ces questions, hein, avec Izz-ad-Din, qui est le chef de l'unité, qui est chargé justement de superviser le contre-espionnage et les services de sécurité du Hezbollah. Manifestement, il y a des failles qui sont béantes, et ça va alimenter la suspicion au sein même de l'organisation. Oui, notre envoyé spécial, Karim Yayaoui, parlait de véritable paranoïa. Alors, il y a une paranoïa, non seulement au sein de la population, mais aussi oui, mais surtout au sein de la structure, parce que pour expliquer ce qui s'est passé, effectivement. D'ailleurs, il y avait dans le cas de l'élimination de Fouad Choker fin juillet, il y avait déjà eu des enquêtes très poussées avec une purge de certains éléments qui avaient été soupçonnés, à tort ou à raison, d'avoir rendu possible effectivement l'élimination du chef militaire du Hezbollah. Alors concernant toujours le Hezbollah, vous avez voulu, c'est votre carte blanche du soir, revoir des archives des années 80. On le rappelle, hein, le Hezbollah s'est créé en 1982. On va voir s'afficher donc à l'antenne d'ici quelques instants. Voilà une photo qui date de 1985. Le leader du Hezbollah à l'époque, c'est Cheikh Abbas al-Moussaoui. Pourquoi avoir choisi de revisionner des archives justement des débuts? Qu'est-ce que ça dit de la matrice idéologique du Hezbollah s'élabore à cette époque-là? La matrice, oui. Il y a eu la révolution islamique en 1979. Le Hezbollah, c'est un enfant de la révolution islamique, hein, de la République islamique, avec des Libanais. Il y a un chiisme qui est très proche du chiisme duodécimain iranien. C'est une création des gardiens de la révolution, avec effectivement Abbas Moussaoui et puis Imad Mounier, qui sera tué plus tard, en 2008, justement, à Damas. Mais c'est là que se met en place une organisation qui aura vocation à devenir hégémonique sur l'échiquier politique, effectivement, libanais, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et qui est qualifié d'organisation terroriste, notamment par les Américains. Par les Européens, c'est le volet militaire qui est qualifié d'organisation terroriste, pas le parti lui-même. C'est une subtile distinction pour ménager une marge de manœuvre. Mais sur le fond, effectivement, aujourd'hui, on va dire que la matrice iranienne, elle est patente dès le début, et ça explique aujourd'hui effectivement l'articulation on va dire, la posture du parti du Hezbollah et de son caractère milicien indexé sur l'agenda iranien. L'Iran qui réagit pas beaucoup, sauf erreur de ma part, par rapport à tous ces événements, ou à minima? Oui, parce qu'il y a quand même la déclaration selon laquelle il s'agit d'un massacre de masse, je cite, au regard de l'ampleur... Une condamnation, mais... Oui, de l'ampleur des victimes, justement. Pas de menace d'aller plus loin. Alors, le problème, c'est qu'il y a un dilemme. Alors, c'est le dilemme du Hezbollah, mais c'est aussi le dilemme de l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a un problème de crédibilité et de dissuasion qui est manifestement mise en cause. Dans un cas comme ça, il est très difficile de ne rien faire, parce que ça validerait effectivement un déclassement. Mais il est très difficile aussi de trop faire, parce qu'il y a le risque d'une escalade que ne souhaite pas pour l'instant Téhéran, et qu'il a indiqué au Hezbollah. Mais le Hezbollah aussi assume le prix du sang, parce que depuis le 8 octobre, où il a assumé sa solidarité avec le Hamas en bombardant le nord d'Israël, il a plusieurs centaines de combattants qui sont d'ores et déjà morts, et là plusieurs centaines de blessés. Et donc il y a aussi une adresse qui est faite à Téhéran en demandant, parce que la question de la dissuasion en dernier ressort, c'est aussi le problème de Téhéran. Le Hezbollah, c'est le mandataire qui sert d'une certaine manière de dissuasion à l'Iran, au nord de la frontière d'Israël. Et en la circonstance, évidemment, cette dissuasion s'affaisse. Et donc, la question est posée d'une réponse éventuelle. Il y a un grand point d'interrogation parce que jusqu'à présent, la posture du Hezbollah était une posture, on va dire, de patience stratégique. Mais là, cette patience est mise à rude épreuve. Ils disent que toutes les lignes rouges ont été franchies. Oui. Le chef de la diplomatie libanaise estime, lui, que ces derniers événements pourraient être, je le cite, un prélude à l'élargissement de la guerre. Les deux parties, donc Israël et le Hezbollah, y ont-elles intérêt? En théorie, personne n'y a intérêt. Surtout pas les grands acteurs qui ont tout fait jusqu'à présent pour limiter les dégâts, entre guillemets, en l'occurrence et les Américains d'un côté et les Iraniens de l'autre.
qui se refuse à s'engager dans une logique escalatoire, mais en même temps, on voit bien au fil des mois et au fil des semaines que cette logique escalatoire, de facto, il y a un processus au long cours, avec des seuils qui sautent progressivement. On l'a vu avec l'intervention directe de l'Iran en avril. On le voit avec l'ampleur de ce type d'opération. Et donc, effectivement, le risque devient de plus en plus important, notamment d'un mauvais calcul, qui engendrerait un dérapage qui deviendrait incontrôlé. Il avait été contrôlé au moment de la frappe sur le Golan, même si ça avait donné lieu quand même à la mesure de représailles d'Israël contre Fouad Chocour. Mais là, le problème, c'est que de plus en plus, le risque augmente. Effectivement, on est dans une logique systémique qui est très dangereuse. Vous mentionniez il y a quelques instants les États-Unis. Eux affirment qu'ils n'étaient pas au courant, notamment donc des opérations contre ces beepers et les talkie-walkie de mardi et mercredi dernier, qui interviennent d'ailleurs alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite au Caire pour essayer de faire s'accélérer les négociations de paix. Est-ce que d'abord c'est crédible qu'il n'ait pas été mis au courant? Et puis quid de l'avenir de ces négociations? Alors, pour ce qui est de la première question, dans les éléments de langage qui ont été présentés par l'administration, il y a deux mots qui ont été utilisés. Il y a pas impliqué d'une part et pas informé de l'autre. Pas impliqué, c'est certain. Pas informé, le doute est toujours permis, mais dans ce type d'opération, c'est vrai qu'il y a une logique de compartimentage, d'étanchéité. Ils n'ont pas forcément été directement informés de la dite opération, en général, pour préserver son succès. Concernant les négociations, en off, les Américains considèrent qu'elles deviennent caduques. C'est-à-dire qu'ils ne se font plus beaucoup d'illusions sur la possibilité de finaliser un accord avant l'élection de novembre, même s'ils essaient d'entretenir l'illusion en persévérant, mais ils ne se font pas beaucoup d'illusions et ils attribuent cet échec aux deux parties, du reste. À la fois à une obstruction israélienne sur la question de l'élargissement des prisonniers et leur profil, et puis de la part du Hamas sur le fait de tergiverser et effectivement de biaiser en permanence. Peut-être une dernière question sur l'état d'esprit des Libanais. Est-ce que ces derniers événements sont disons, à même de faire se retourner les Libanais qui, jusqu'à présent, soutenaient encore le Hezbollah ou étaient complaisants, disons, avec le Hezbollah, contre donc ce mouvement? Oui, alors c'est souvent une complaisance de façade, parce qu'on sent bien que le positionnement du Hezbollah, c'est de se présenter comme le parti milicien qui est le fer de lance de la résistance, entre guillemets, à Israël. Ce qui a justifié d'ailleurs, après la guerre civile, le fait qu'il a conservé ses armes, contrairement aux autres milices qui ont été désarmées. Donc au niveau de la société libanaise, c'est très difficile de se dissocier, évidemment, de ce positionnement par rapport à Israël. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a un malaise, et d'ailleurs il y a des tensions qui sont de certains partis chrétiens qui font savoir que le Liban n'a pas à faire les frais d'un affrontement entre le Hezbollah et Israël. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir répondu à nos questions ce soir sur la situation au Proche-Orient. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.